Moment même, et c'est vraiment pas une blague, à Paris, il y a des avocats qui rédigent des documents juridiques ultra complexes pour faire confisquer physiquement un trophée de foot. Ouais, physiquement, avec des huissiers et tout. Exactement. Un trophée qui a été remporté sur une pelouse en Afrique par des joueurs africains. Enfin, c'est le genre de paradoxe qui semble tout droit sorti d'un thriller géopolitique, quoi. C'est clair. Mais c'est pourtant la réalité très concrète de ce qui se joue aujourd'hui. Donc notre mission pour cette analyse approfondie, c'est de décrypter cette bataille vertigineuse, une bataille qui est à la fois légale et symbolique, et qui oppose actuellement le Sénégal et le Maroc autour de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ouais, et pour bien comprendre la mécanique de ce conflit, on va s'appuyer sur des sources très spécifiques. On a épluché les rapports sportifs initiaux, les décisions officielles de la Confédération africaine de football, la CAF, et surtout, Les documents de dernière minute, c'est ça? c'est ça, l'alerte breaking news en fait. Des documents juridiques qui émanent du club des avocats marocains et qui ciblent directement des entreprises françaises. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je pense qu'un point de méthode s'impose. Bien sûr, vas-y. Ce dossier, il est saturé d'émotions. Il y a une fierté nationale immense des deux côtés. Donc notre approche ici, elle est strictement analytique. On ne prend pas parti, quoi. Voilà, exactement. Le but, c'est absolument pas de distribuer des bons points. D'un côté, on a des faits sportifs qui sont farouchement revendiqués par le camp sénégalais, et de l'autre, des décisions institutionnelles très fermes revendiquées par le camp marocain. Ouais, on se base juste sur les textes. C'est ça, on va juste démonter les rouages de cette crise inédite et observer comment, et c'est ça qui est fascinant, comment le droit civil est littéralement en train d'avaler le droit sportif. Alors, décortiquons tout cela. Parce que pour comprendre comment on en arrive à menacer des organisateurs d'événements à Paris, faut quand même revenir à l'épicentre du problème. Le fameux traumatisme de départ. Ouais, faut qu'on se remette dans le contexte. Nous sommes en janvier 2026, c'est la finale de la CAN. Sur le terrain, le Sénégal finit par s'imposer 1-0 face au Maroc, après prolongation. Un match hyper tendu. Hyper tendu, oui. Mais en fait, le vrai tournant, c'est même pas le but, c'est ce qui se passe pendant le match. Suite à une décision de l'arbitre très contestée concernant un penalty, l'équipe sénégalaise décide carrément de quitter la pelouse. Et c'est là que tout bascule. Bah oui, parce qu'on parle pas d'un petit mouvement d'humeur de 30 secondes près du banc de touche, là. Non, c'est... L'interruption a duré 14 longues minutes. 14 minutes. Dans la temporalité d'une finale internationale, 14 minutes de stade figé, c'est une rupture totale. Cette durée, c'est la clé de voûte de tout ce qui suit, en fait. Quitter le terrain, c'est l'acte de protestation ultime dans le foot, mais c'est aussi le plus dangereux juridiquement parlant. C'est-à-dire? La CAF a d'abord laissé passer l'euphorie de la victoire, tu vois, mais ensuite, elle a ouvert une procédure. Et le 17 mars 2026, la sanction est tombée, et elle est lourde. L'instance s'est appuyée sur les articles 82 et 84 de ces règlements. De manière assez implacable, d'ailleurs. Exactement. Très chirurgicale. En fait, la mécanique de ces textes, elle ne mesure pas la frustration ou l'émotion des joueurs. Elle qualifie un acte. Ouais, le droit est froid, quoi. C'est ça. Une sortie volontaire et prolongée de l'aire de jeu, pour la CAF, ça franchit un seuil où on considère que l'équipe refuse de jouer. Et le refus de jouer, attention, c'est là le point technique, c'est juridiquement assimilé à un abandon de match, donc un forfait. Attends. Si je comprends bien la logique de l'institution, là, peu importe qu'il menait au score ou ce qui s'est passé à la fin du temps réglementaire, Peu finalement. importe. À partir du moment où ce seuil de l'abandon est franchi pendant ces 14 minutes, tout le reste s'efface. Oui, c'est le principe même du forfait disciplinaire. C'est un peu un bouton reset punitif. La conséquence immédiate, c'est l'annulation pure et simple de la victoire du Sénégal qui avait été obtenue sur la pelouse. C'est fou. Ouais. Le match est donné au Maroc sur tapis vert avec un score officiel de 3-0. Donc aujourd'hui, dans les registres officiels de la CAF, qui est quand même l'autorité souveraine, le Maroc est le seul et unique détenteur du titre de champion 2025. Donc le palmarès a été réécrit a posteriori. Totalement, pour se conformer au règlement. C'est vraiment une situation schizophrénique. Pour faire une analogie, c'est un peu comme si un réalisateur remportait la Palme d'Or à Cannes, le public l'applaudit, il soulève le prix sur scène, il pleure, tout le tralala, tout le protocole, quoi. Moi, je vois l'image. Et en fait, en coulisses, le jury lui retire immédiatement le prix parce qu'il a refusé de respecter une règle obscure du festival avant de monter sur scène. C'est exactement ça.
La photo de sa victoire existe partout, dans tous les journaux, tout le monde l'a vue, mais son nom n'apparaîtra jamais, jamais dans les archives officielles du festival. On a deux vérités parallèles en fait. C'est un excellent résumé. C'est la vérité sportive, physique, contre la vérité juridique. D'un côté, le Sénégal s'accroche à la matérialité du truc, tu vois. Ils y étaient, ils ont joué, ils ont marqué, ils estiment avoir gagné à la loyale sur le terrain. Ce qui se comprend humainement. Bien sûr, mais de l'autre côté, le Maroc et la CAF s'appuient sur l'intégrité du cadre réglementaire. Leur argument, c'est que sans le respect des règles fondamentales du jeu, le jeu lui-même n'a plus aucune valeur. Ouais, si on respecte pas la règle, il n'y a plus de sport. Voilà. Et c'est une fracture tellement profonde que ça peut pas se résoudre par une petite tape dans le dos ou un compromis à l'amiable. Du coup, face à cette annulation choc, j'imagine que le Sénégal ne reste pas les bras croisés. Ah non, pas du tout. La démarche classique, c'est de faire appel. On sait qu'ils ont saisi le tribunal arbitral du sport, le fameux TAS, en Suisse. La Cour suprême du sport, en gros. C'est ça, la procédure normale. Mais ce qui est passionnant dans les sources qu'on a analysées aujourd'hui, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de donner le dossier à leurs avocats et d'attendre sagement 6 mois que ça se passe. Non, ils ont ouvert un deuxième front. Un front beaucoup plus médiatique? Oui. Déplacer le champ de bataille de l'Afrique vers l'Europe et du terrain vers l'opinion publique internationale. Et c'est là que la stratégie sénégalaise est audacieuse. Le calendrier sportif leur offrait, par hasard, une opportunité en or massif. Un match amical international de prévu en France, au Stade de France, contre l'équipe du Pérou. D'accord. Et là, la délégation sénégalaise laisse fuiter une information. Ils ont la ferme intention d'utiliser ce match parisien pour présenter le trophée de la CAN au public. Et c'est là que la logique m'échappe un petit peu, je t'avoue. Comment est-il seulement possible pour une fédération de parader avec un trophée que l'instance suprême vient tout juste de lui retirer? C'est tout le problème. Je veux dire, en mondovision, depuis la banlieue parisienne, n'est-ce pas jeter de l'huile sur le feu? C'est une provocation frontale, non? Ah, mais c'est totalement assumé. Ce qui est fascinant ici, c'est la gestion du vide juridique. Le Sénégal sait très bien que la procédure devant le TAS est suspensive dans certains cas, mais surtout, Ouais, la justice prend son temps. voilà. Entre la décision de la CAF et le jugement final du TAS, on entre dans une espèce de zone grise qui va durer des mois. En organisant cette présentation au Stade de France, la stratégie sénégalaise, c'est de créer un fait accompli visuel. Ah, l'image avant tout. Exactement. L'image de l'équipe paradant avec la coupe, devant des dizaines de milliers de supporters, dans un grand stade, avec les caméras du monde entier. C'est un poids émotionnel gigantesque. C'est une arme de communication. C'est une guerre de légitimité, oui. Si le monde entier te voit comme le vrai champion avec la coupe en main, la décision froide d'un tribunal suisse dans 6 mois sera beaucoup plus difficile à faire accepter au grand public. C'est brillant en termes de prise de contrôle du narratif, sauf que, et c'est là qu'on arrive au cœur de notre sujet, cette manœuvre vient de se heurter à un mur légal auquel absolument personne ne s'attendait. Le fameux grain de sable. C'est ça, l'information de toute dernière minute qui vient de tomber. Le camp marocain n'a pas juste répondu par un communiqué de presse indigné, genre « nous condamnons cette action ». Non. Ils ont sorti l'artillerie lourde. Le droit civil français. Et ça, c'est ouf. Explique-nous un peu cette riposte. Alors la riposte, elle est venue du club des avocats marocains. Et c'est très tactique. Ils n'ont pas attaqué la fédération sénégalaise directement. Pourquoi? Parce que ça relèverait encore des instances sportives, de la FIFA, du TAS. Non, ils ont ciblé le maillon faible de cette opération médiatique. Les infrastructures françaises. Bingo. Une mise en demeure officielle, et c'est très sérieux, une mise en demeure, a été envoyée à la direction du Stade de France et à la société GL Events, qui est la boîte qui organise ce match amical contre le Pérou. Et le but de ce document, c'est quoi? C'est d'interdire purement et simplement toute cérémonie impliquant de près ou de loin le trophée. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On quitte carrément les commissions de discipline poussiéreuses du foot pour entrer dans le code civil pur et dur. Parce que l'argument principal de ces avocats, c'est le risque, je cite, d'usurpation de titre. Ouais, c'est un terme très fort. C'est du droit des marques, presque. C'est comme attaquer la direction d'un grand centre commercial parce qu'il laisserait, en toute connaissance de cause, une petite boutique vendre des sacs de luxe contrefaits dans leurs allées. C'est une très bonne comparaison. Sauf qu'ici, la contrefaçon, c'est la revendication d'un titre international par une nation souveraine. C'est dingue. L'usurpation de titre, en droit civil, c'est pris extrêmement au sérieux. Le raisonnement des avocats marocains, il est redoutablement logique. Ils disent « La CAF est l'organisme propriétaire de la compétition. Elle a officiellement réattribué le titre au Maroc.
Ok, donc factuellement, Factuellement, juridiquement, le Sénégal n'a plus la qualité de champion d'Afrique. Par conséquent, toute célébration publique organisée sur le sol français qui présenterait le Sénégal sous cette qualité devient une exhibition illégale. Une contrefaçon de statut, si tu veux. mais ça place la société GL Events et le Stade de France dans une position absolument intenable. Ah bah, ils sont pris en otage, littéralement. Ils pensaient juste organiser un petit match amical sympa, vendre des billets, des hot dogs, et d'un coup, paf, ils se retrouvent